Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre le cours là où je m'étais arrêté lors du dernier enregistrement. Euh, N'hésitez pas, je vous le redis, hein, n'hésitez pas à mettre vos caméras si vous le pouvez. C'est plus agréable pour moi si je vous vois, mais enfin. Donc, Euh, je m'étais arrêté dans le dernier cours sur l'institutionnalisation de la linguistique cognitive et je ne vais pas y revenir, hein, simplement j'avais voulu vous montrer que en France, c'est un domaine qui reste encore très peu exploité, très peu exploré. Et au fond même, vous avez assez peu d'universités dans lesquelles vous avez des cours de ce genre, d'introduction aux linguistiques cognitives. En France, bon, il existe peu de manuels, et donc vous l'avez vu, il n'y a jamais eu depuis 30 ans que le colloque international de linguistique cognitive existe, il n'a jamais encore eu lieu en France. Alors je crois savoir que c'était prévu cette année, mais enfin c'était ou l'année dernière, plus non cette année 2021 en France, mais bon, compte tenu de la situation épidémique, ça sera reporté. Bon, donc on verra, peut-être que ça va évoluer, mais voyez qu'on on est encore loin d'une installation de ce courant linguistique euh, en France. Alors je vous avais aussi transmis le Book of Abstracts, le livre des résumés du dernier colloque international de linguistique cognitive qui a eu lieu au Japon. Et donc là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de feuilleter un petit peu, mais c'est le but, hein, je vous l'ai donné non pas pour que vous le lisiez intégralement, mais pour que vous puissiez le feuilleter et éventuellement vous arrêter sur des résumés qui vous intéresseraient plus que d'autres. Il y a aussi les références bibliographiques, etc., qui peuvent être donc utiles d'une part pour avoir une idée assez concrète de l'état actuel de la recherche en linguistique cognitive, et d'autre part pour vos travaux personnels, pour trouver, disons, des références, des indications qui peuvent vous aider à la réalisation donc de ce travail personnel. Alors, je vais maintenant donc partager l'écran pour vous transmettre le PowerPoint d'aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, je vais commencer simplement par rappeler le plan du cours, hein. On a vu toute la première partie, le contexte historique et le développement des linguistiques cognitives, hein, avec on a vu comment les linguistiques contemporaines se dégageaient du premier cognitivisme auquel appartient quelqu'un comme Chomsky, hein, le paradigme computo-représentationnel. J'ai présenté rapidement quelques grandes figures fondatrices des linguistiques cognitives, des gens comme Lakoff, Langacker, Talmy, Fillmore, Fauconnier, Turner, Schaef, etc. On a vu quelques principes théoriques généraux des linguistiques cognitives, naturalisme, globalisme, étude des processus cognitifs non spécifiquement langagiers, attention aux données empiriques, enfin, c'est-à-dire la dimension usage-based. Et puis, donc, on a terminé par l'institutionnalisation et le rayonnement international des linguistiques cognitives. Alors maintenant, on va pouvoir entrer un peu plus dans le détail des analyses en travaillant sur un certain nombre de concepts qui sont spécifiques aux linguistiques cognitives. Pas tous, hein, mais j'en ai choisi un certain nombre qui me paraissent particulièrement importants. Concept de catégorisation, de métaphore conceptuelle, les espaces mentaux, la notion d'intégration conceptuelle, de blending, l'analogie, et puis on verra aussi des cadres théoriques qui sont proposés, des cadres théoriques généraux qui sont proposés donc pour l'analyse linguistique. Alors, je commence donc par la notion de catégorisation. Et cette notion, on va l'examiner à partir du livre de George Lakoff, qui a
été, disons, le premier livre un petit peu à poser ces questions-là d'une manière, comment dire, d'une manière marquante. Hein. Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal About the Mind. Donc un livre qui est entièrement, si vous voulez, tourné vers l'idée que la notion de catégorie, le concept de catégorisation, ces notions sont centrales pour l'analyse linguistique. Alors, voici comment Lakoff présente son texte au tout début du livre, hein, dans une opposition entre ce qu'il appelle l'expérientialisme et puis l'objectivisme. Donc, on peut traduire un peu ensemble. Je n'ai pas pensé pour cet extrait à vous donner directement la traduction en français, donc on va un peu l'improviser. Ce livre tente d'apporter des preuves en faveur de l'idée que la raison, the reason, est embodied, donc on traduit en français en général par incarné. Hein, the reason is embodied, la raison est incarnée, c'est-à-dire qu'on a un corps, hein, que la raison, elle a besoin d'un corps pour fonctionner et que le corps joue un rôle dans la raison, hein, que ce n'est pas quelque chose de complètement abstrait. Embodied est imaginative, et en particulier, donc, la preuve qui vient de l'étude de la façon dont les gens catégorisent. Hein. The evidence comes from the study of the way people categorize. Donc, la façon dont les gens catégorisent. Les systèmes conceptuels sont organisés en termes de catégories. Donc vous voyez qu'il y a une équivalence entre catégorie et concept, hein, qu'on retrouve la plupart du temps dans la littérature. Ce sont vraiment quasiment des synonymes. Hein. Je n'ai pas connaissance de... Disons que le terme de catégorie a une connotation plus psychologique, indéniablement, par rapport au terme concept qui a plus une connotation philosophique, mais du point de vue de leur référent, désigne vraiment la même chose. Donc les systèmes conceptuels sont organisés en termes de catégories, et most of it, donc la plupart de notre pensée, si ce n'est toute notre pensée, hein, most of, not all of our thought involves those categories. Oui, pardon, j'ai mal lu, c'est pas most of it, c'est l'essentiel de notre pensée, si ce n'est pas toute notre pensée, implique ces catégories. La perspective objectiviste, hein, comme ça qu'on pourrait traduire dit objectivist view, repose sur une théorie des catégories qui remonte à la Grecque ancienne et qui même aujourd'hui est considérée, disons, comme n'étant pas seulement certainement vrai, mais évidemment est vrai d'une manière absolument indubitable. Cependant, des études contemporaines sur la façon dont les êtres humains catégorisent effectivement les choses suggèrent que la catégorisation est une matière différente et plus complexe. Alors là, vous voyez, c'est quand même assez allusif. Cette théorie de la catégorisation à laquelle Lakoff fait allusion, qui remonterait aux anciens Grecs, à la Grèce antique, eh bien, c'est ce qu'on appelle parfois aussi la théorie aristotélicienne, hein, de la catégorisation.
C'est-à-dire un mode disons, une conception de la catégorisation sous forme de conditions nécessaires et suffisantes, mais sur laquelle je reviendrai plus tard. Et il oppose, disons, à cette conception, une conception nouvelle fondée sur, donc, non plus une approche philosophique de la catégorie, mais une approche psychologique. Donc je poursuis la traduction et le commentaire de ce passage avec le deuxième paragraphe. Ce qui est le plus intéressant pour moi au sujet de ces études, c'est qu'elles semblent fournir une preuve pour la conception expérientialiste de la raison humaine et contre la vue objectiviste. Prise une par une. Donc vous voyez, il y a cette opposition entre objectivisme et expérientialisme sur laquelle on reviendra, mais qui est posée d'emblée. Donc prise une à une, de telles études sont des choses pour lesquelles seuls les universitaires, disons, auxquels seuls les universitaires sont susceptibles de s'intéresser, mais prises comme un tout, elles ont quelque chose de magnifique, l'évidence, enfin, la preuve que l'esprit est plus qu'un miroir de la nature ou un processeur de symboles, une machine à utiliser des symboles. Donc vous voyez que l'idée que l'esprit n'est pas un simple miroir de la nature présente sous une forme négative ce qui est nommé ici la vue objectiviste. La vue objectiviste, ce serait l'idée que l'esprit est un miroir de la nature, reflète ce qu'il y a dans la nature. Et donc on poursuit un petit peu cette description de la vue expérientialiste, enfin de la perspective expérientialiste, donc d'un point de vue négatif. Il indique que l'esprit est plus qu'un miroir de la nature ou un processeur de symboles, et qu'il n'est pas accidentel, il n'est pas anodin pour l'esprit que nous ayons des corps, et que notre capacité de comprendre et d'avoir des pensées significatives va bien au-delà de ce qu'une machine pourrait faire. Bon, là, vous voyez que l'idée du processeur de symboles, de ce que l'homme peut faire mais qu'une machine ne pourrait pas faire, on est clairement là dans une dissociation, dans une rupture par rapport au premier paradigme du cognitivisme, qui est fondé sur justement la possibilité de simuler par des machines l'esprit humain. Alors, un exemple extrêmement... on reviendra un peu sur les notions générales, mais je voudrais commencer par un exemple très concret pour fixer les choses. C'est l'exemple de la catégorisation, donc, et avec le cas particulier de la catégorisation des couleurs. Alors, c'est un cas d'école... Bon, non seulement c'est un cas intéressant pour lui-même parce que il pose le problème de la catégorisation d'une manière très très claire, mais en plus, dans l'histoire des linguistiques cognitives, c'est un problème qui a joué un rôle de premier plan. Alors, le problème est le suivant. C'est que si nous voyons des couleurs, c'est parce que donc il y a des longueurs d'onde qui atteignent notre système visuel, mais ces longueurs d'onde, comme cela est un peu indiqué sur la diapositive ici, on a un continuum de couleurs.
Le passage, par exemple, ici du vert au jaune, il est progressif. Hein, il y a toutes sortes d'intermédiaires ici. Donc on a bien quelque chose de continu dans la réalité. D'accord ? Si on veut. Hein, on a quelque chose de continu. Mais notre perception, à nous, elle est discontinue, puisque nous catégorisons les couleurs. Donc on voit bien que catégoriser ici, ça se traduit par le fait qu'on introduit des discontinuités dans quelque chose de continu. Alors on peut schématiser cela de cette façon-là. Vous avez donc ici donc, la lumière qui atteint un objet et qui se reflète sur cet objet en sélectionnant un certain nombre de longueurs d'onde qui sont perçues par le système visuel via un système donc, de cônes qu'on appelle de cônes et de bâtonnets, enfin peu importe. Et cette information, elle est transmise à votre cerveau dans le lobe occipital, hein, donc à l'arrière du cerveau. C'est un lobe, disons, cérébral qui est spécialisé pour la vision. Et puis donc, la notion de couleur rouge vous arrive à ce moment-là, hein, dans l'esprit. Mais ce qui se produit en termes de longueur d'onde, eh bien, c'est un phénomène continu. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette discontinuité que notre expérience des couleurs fait apparaître, puisque si on vous montre des couleurs, vous allez dire c'est bleu, c'est vert, éventuellement c'est bleu-vert, hein, mais on a tous une expérience des couleurs qui est une expérience, disons, discontinue. On isole les couleurs les unes des autres. Hein. Mais cette expérience, cette discontinuité qui est dans notre expérience, elle n'est pas dans le monde extérieur à nous. C'est nous qui la construisons, cette discontinuité. Donc elle est produite par notre système cognitif. Elle est produite par nous, cette discontinuité. Alors, à partir de là, il y a deux hypothèses. Est-ce que cette discontinuité, donc cette distinction entre les différentes couleurs, hein, est-ce qu'elle se fait comme elle se fait en raison du système perceptif et cognitif de l'être humain? Donc, est-ce que c'est parce que tous les êtres humains ont un système cognitif, disons, constitué d'une certaine façon par opposition à des espèces animales non humaines, par exemple, hein. Est-ce que c'est pour cette raison donc, que nous avons cette expérience discontinue des couleurs? Donc est-ce que c'est un phénomène universel, autrement dit? Ou bien est-ce que je perçois des couleurs différentes parce que j'ai appris une langue qui distingue les couleurs? Est-ce que mon expérience des couleurs vient de la langue que je parle? Et donc, est-ce que cette expérience est variable selon les langues et les cultures? Autrement dit, une autre façon de dire cela, c'est est-ce que l'expérience des couleurs est la même, quelle que soit votre nationalité? La langue principale que vous parlez, disons, votre langue dominante. Hein. Est-ce que donc, quelle que soit la langue dominante, on a la même expérience des couleurs? Tous les êtres humains ont le même genre d'expérience des couleurs? Ou bien est-ce que on ne voit pas la même chose parce que notre langue ne prévoit pas les mêmes couleurs? Enfin, nos langues différentes ne prévoient pas les mêmes couleurs. Donc, il y a ces deux hypothèses. Hein, l'hypothèse universaliste, tous les êtres humains perçoivent les couleurs de la même façon. Là, le facteur cognitif est plus important. Et puis l'hypothèse relativiste, on perçoit les couleurs selon le vocabulaire des couleurs dont on dispose.
Alors, un exemple qu'on va voir d'un peu plus près, c'est l'exemple du bleu en russe. Oh, pardon. Où vous avez deux mots pour dire bleu. Ah, pardon. Donc, vous avez sini ou goluboy. Donc, sini pour un bleu, là, la couleur paraît peut-être un peu violette, mais l'idée, c'est que sini désigne un bleu foncé et goluboy un bleu plus clair. Bon, donc est-ce que les Russes voient le monde d'une façon différente, enfin du point de vue des couleurs, c'est-à-dire voient deux bleus différents, voient différemment des Anglais pour qui il y a un seul mot bleu? Est-ce que notre expérience du bleu n'est pas la même si nous avons un seul mot pour dire bleu ou si nous avons deux mots pour dire bleu? Alors, l'hypothèse relativiste, hein, c'est l'hypothèse qu'on appelle aussi parfois de Sapir-Whorf. C'est une chose importante dans l'histoire des idées linguistiques, hein, cette hypothèse. Dans sa version forte, elle est contestée, bien sûr, hein, et puis, bon, mais il y a quand même, en partie, donc, une forme de vérité de cette hypothèse, en partie. Donc il y a une version faible qui est acceptable, mais la version forte l'est peut-être beaucoup moins. Mais enfin, voyons un peu ce que dit Whorf. Donc ce sont deux chercheurs, hein, Sapir et Whorf. Là, la citation vient de Whorf, 1956. Le système linguistique d'arrière-plan, c'est-à-dire la grammaire de chaque langue, n'est pas seulement un instrument de reproduction. Vous voyez, là, on peut tout de suite voir le rapport avec l'idée que selon l'expérientialisme conçu par Laïkov, le monde n'est pas, enfin les langues ne sont pas un miroir de la nature. La langue n'est pas seulement un instrument de reproduction, servant à vocaliser des idées, mais il est lui-même formateur d'idées. Le programme est le guide de l'activité mentale de l'individu, de son analyse des impressions, de sa synthèse et de ses ressources mentales. La formulation d'idées n'est pas un processus indépendant, strictement relationnel au sens ancien du terme, mais fait partie d'une grammaire particulière et diffère d'une grammaire à l'autre dans des proportions plus ou moins grandes. Donc, hein, la formulation d'idées ne se fait pas indépendamment des langues, hein, elle se fait dans une grammaire particulière. Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Donc ça vous voyez, c'est à contrario l'idée de l'objectivisme. Hein. L'idée de l'objectivisme au sens où l'entend Laïkov, c'est l'idée que si on voit des choses, si on perçoit des phénomènes, si on perçoit des catégories, c'est parce qu'elles existent dans le monde. Hein. Et comme elles existent dans le monde, notre système perceptif, notre expérience du monde les reçoit. Bon. L'idée l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est de nier cette idée et de dire qu'au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux kaléidoscopique d'impressions, donc voilà, des impressions extrêmement diverses et changeantes, qui doit être organisé par nos esprits. Donc, nous avons notre système cognitif est stimulé par, notre système cognitif est sous l'influence d'un très grand nombre de stimulations extrêmement diverses, et nous devons organiser ces informations. Hein. Donc les structures du monde ne nous apparaissent pas immédiatement dans notre système cognitif. C'est nous qui organisons ces perceptions. Donc, je reprends. Le monde se présente à nous sous la forme d'un flux kaléidoscopique d'impressions qui doit être organisé par nos esprits, c'est-à-dire en grande partie par nos systèmes linguistiques mentaux.
là, il y a quand même un raccourci entre nos esprits et nos systèmes linguistiques mentaux qui est un peu contestable. Nous sommes ainsi confrontés à un nouveau principe de relativité, selon lequel les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, à moins que leurs ressources linguistiques ne soient similaires ou puissent être ajustées de quelque manière. Donc vous voyez, les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, les mêmes stimuli physiques. Je ne sais pas si preuve, là, c'est une mauvaise traduction. Enfin, les mêmes éléments physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, sauf si donc les ressources linguistiques sont similaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Sapir-Whorf, qui donc est une hypothèse donnant une grande importance à la langue, au système cognitif, et indiquant que c'est une position qui a toute une histoire, hein, même en philosophie, que l'être humain reconstruit le monde qu'il perçoit. Alors, des chercheurs qui appartiennent au courant de la linguistique cognitive ont fait des études à ce sujet, et il y a une étude très connue, qui est l'étude de Berlin et Kay, datant de 1969, intitulée Basic Color Terms, Their Universality and Evolution. Donc, ils ont étudié un certain nombre de langues sur le terrain, donc comme des linguistes de terrain, vous savez, comme ça, dans la linguistique, des gens qu'on appelle les linguistes de terrain, qui prennent leur sac à dos et qui vont, répertorier des langues qui ne sont pas encore bien répertoriées, etc. Bon, donc ils ont étudié 20 langues sur le terrain, ils ont récupéré des données sur 78 autres langues. Pour étudier donc les termes de couleur dans toutes ces langues. Et ils ont dégagé 11 termes basiques de couleur. Alors, les termes basiques de couleur, ça, il faut expliquer ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire un terme basique de couleur? Alors, il y a un certain nombre de critères pour parler d'un terme de base de couleur. Hein. Le terme de base doit être monolexémique. Donc, il y a un seul mot. Hein. On ne peut pas prendre... on ne peut pas dire bleu roi, par exemple, ou je ne sais pas moi, rouge cerise. Voilà. Un terme de base, il doit comporter un seul mot. Deuxièmement, il ne doit pas être un sous-ordonné, c'est-à-dire il ne doit pas être une sous-catégorie d'une couleur existante, sinon évidemment c'est plus un terme de base de couleur. Donc par exemple, écarlate. Écarlate n'est pas un terme de base parce qu'il appartient à la catégorie rouge. Hein, c'est une sorte de rouge, donc une sous-catégorie de la catégorie rouge. C'est un type de rouge. Donc on ne peut pas le considérer comme un terme de base. Hein, mais rouge, oui, ça va être un terme de base. Bon. Ensuite, le terme de base ne doit pas être d'application restreinte à un domaine. On doit pouvoir utiliser le terme de couleur pour n'importe quoi. Alors, par exemple, vous prenez blond, la couleur, le terme blond, en tout cas français, hein, mais ça marche aussi en anglais, puisque le texte est en anglais à l'origine, désigne, est utilisé pour désigner les couleurs des cheveux. Hein. Bon, même si vous prenez exactement la même couleur, par exemple, je ne sais pas, si vous avez une boîte de crayons de couleur et qu'il y a une couleur qui correspond, qui est exactement la même que le blond. Bon, enfin, le blond, en plus, c'est assez variable, il y a différentes sortes de blondeur, si on veut, mais vous ne direz jamais que votre crayon de couleur, vous avez pris le crayon blond. Vous direz, vous avez pris le crayon jaune clair, je ne sais pas, mais bon. Le terme blond ne s'applique qu'aux cheveux, donc il est restreint à un domaine. Et puis, par ailleurs, il doit être psychologiquement saillant, c'est-à-dire facilement élicité, c'est qu'on doit le retrouver facilement. Alors, ensuite, ils ont observé que, évidemment, selon les langues, on a des lexiques de couleurs plus ou moins développés. Hein, c'est-à-dire vous allez avoir des langues où il y aura plus de couleurs
que dans d'autres langues. Plus de noms basiques de couleurs. Hein. Attention, on parle uniquement des termes basiques de couleurs. Et on remarque que quand vous avez des lexiques qui ont le même nombre de termes de couleurs, donc à peu près du même stade, eh bien, ils ont à peu près les mêmes catégories de couleurs. Pas les mêmes mots, mais ça va être les mêmes types de couleurs. À ça, il faut ajouter une notion qui est la notion de couleur focale, qui va jouer un rôle après, vous allez voir, pour la théorie du prototype et pour, qui joue aussi un rôle très important sur le concept de catégorisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une couleur focale? C'est l'idée que quand vous prenez une couleur, je ne sais pas moi, le rouge par exemple, il y a un certain rouge qui va être le rouge typique, hein, le rouge caractéristique, le rouge prototypique. Donc ça aussi, ça se vérifie, disons, par des expériences psychologiques. Mais n'importe quel rouge n'est pas un excellent modèle de la couleur rouge. Si vous prenez un rouge qui est un peu trop rose, par exemple, ben, ce ne sera pas vraiment un rouge focal. Hein. Il y a quand même des couleurs focales, c'est-à-dire des teintes dans les couleurs qui sont plus caractéristiques de la couleur que d'autres. Bon. Alors le résultat de l'étude, extrêmement intéressant, est apparent dans ce petit schéma ici. Hein. Vous voyez que, en fait, comment lire ce schéma? Simplement, lorsque vous avez, si on imagine une langue où il n'y a que deux termes de couleur, pardon, si vous imaginez une langue où il n'y a que deux termes de couleur, ces termes seront blanc et noir. S'il y a un troisième terme, ce sera rouge. S'il y a 4 ou 5 termes, il y aura blanc, noir, rouge et vert et jaune. Et rouge. S'il y a un terme de plus, il y aura bleu, etc. Vous voyez que, en fait, les auteurs repèrent des régularités. C'est-à-dire quand on compare toutes sortes de langues, on se rend compte que eh bien, la variabilité des dénominations de couleurs n'est pas si grande qu'on pourrait s'imaginer. Et on trouve des choses assez régulières. Et donc, au fond, si on a cette régularité, ça veut dire que la variation selon les langues est assez secondaire. Quelle que soit la langue, on retrouve le même système de catégorisation des couleurs, au fond. Donc là, on a un argument qui est anti-relativiste, qui est contre l'hypothèse de Sapir-Whorf qu'on vient de voir. C'est un argument qui indique que soit dans la nature, soit dans notre système cognitif, on a quelque chose d'assez universel dans la perception des couleurs par l'être humain. Que donc, les différences entre les langues n'entraînent pas de grandes différences dans la perception des couleurs, au moins telle qu'elle apparaît dans ce qui est stabilisé dans les langues. Alors, un commentaire de Fortis. Alors, cette étude, elle a eu un impact important, mais elle avait toutes sortes de défauts. Alors, bon, là, je vous donne juste une petite citation de Fortis, mais il faudrait lire entièrement cet article extrêmement intéressant. Je vous le mettrai d'ailleurs parmi les liens sur la page du cours, hein, de l'hypothèse de Sapir-Whorf au prototype, source et genèse de la théorie d'Eleanor Roche. Alors, lisons rapidement cette citation. D'une méthodologie discutable, bon, en raison du choix des informateurs, parfois infidèle à ses propres règles, par exemple dans la sélection des termes de base, pleine d'erreurs de toutes sortes, comme l'a montré manifestement un certain Sanders dans un article de 92, accusé de redécrire les données disponibles pour les conformer à l'hypothèse de départ, selon Hickerson. L'étude de Berlin-Kane n'en a pas moins reçu un accueil globalement favorable. Donc, en dépit de ses défauts, en dépit peut-être de ses erreurs, cette théorie a été bien reçue. Sa valeur a été amplifiée par le succès de la théorie du prototype. Donc ça va être le lien entre les termes
les couleurs focales et le prototype, hein, et sa réduction à un modèle neurophysiologique. Deux développements postérieurs qui ont contribué à la légitimer, voire par exemple Laikoff 87. Elle a depuis connu de multiples modifications, sans que ses fondements aient été remis en cause par ses auteurs. Donc les modifications, c'est par les auteurs. Et donc il y a un article de Kay 97 qu'il faudra aller voir, hein, que je n'ai pas lu moi-même d'ailleurs, mais bon, c'est un, comment dire, cette théorie des couleurs de base mériterait donc un examen approfondi. Un autre commentaire tiré donc d'un article de François Spanoff: l'erreur la plus grave que contient la méthode de Berlin et Kay est d'éliminer des termes de couleur des catégories non incluses dans la carte Munsell. Alors la carte Munsell, je ne l'oublie pas, mais c'est une carte qui permet c'est comme un échantillon de couleurs. C'était le mérite de travaux comme ceux de Conklin d'attirer l'attention sur les catégories autres que proprement chromatiques qui pouvaient entrer dans la définition des termes de couleurs. Ainsi, pour analyser les termes anounou rendus par vert et brun, il était obligé de tenir compte de l'opposition humide et sec. Voilà, donc vous voyez qu'un terme de couleur peut en même temps désigner autre chose. Par exemple, dans cette langue-là, pour humide et brun, il y a l'idée de humide et sec qui est rendue. On comprend bien pourquoi, hein, parce que l'herbe avec la rosée, etc., peut être humide, brun, le bois peut être sec, plutôt associé au sec. Donc, dans certaines langues, la couleur est associée à d'autres propriétés. Et ça, évidemment, ce sont des paramètres qui n'ont pas pu être pris en considération par Berlin et Kay, puisqu'ils ont réduit à la simple idée de couleur. Alors, s'il est vrai que les deux termes fondamentaux des langues du groupe Dani, terne et brillant, peuvent entrer dans les catégories du noir et du blanc, donc vous voyez que bon, dans ce peuple qui a été utilisé, je vais revenir dans un instant rapidement, mais qui a été étudié par ces auteurs, les Dani en Nouvelle-Guinée, eux, ils ont deux termes de couleur de base qui sont terne et brillant. Bon. Donc, que Berlin et Kay associent à noir et blanc. Donc, bien sûr, on voit le lien, hein, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, et c'est cela qui est un peu, peut-être un peu discutable, bien que là, en l'occurrence, François Spanoff accepte l'idée que ce serait possible. Hein. Terne et brillant peuvent entrer dans les catégories du noir et du blanc, mais il reste que l'usage au cours de l'enquête d'un code propre au système européen risque de fausser l'ensemble des résultats. Et oui, si on oublie que, en fait, en employant noir et blanc, à l'origine, c'est plutôt l'idée de terne et brillant, on oublie quand même un aspect important des couleurs disons, désignées dans la langue de départ. Alors les Dani, hein, c'est donc un peuple de Nouvelle-Guinée qui a été étudié en particulier par Eleanor Roche. Alors voici deux petites citations à ce sujet. Les recherches, donc une première de Roche, Heider-Olivier 72. Les recherches sur les Dani se développent dans deux directions, toutes deux destinées dans la perspective de Roche à mettre à l'épreuve l'hypothèse de Sapir-Whorf, donc dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc à être dans une perspective qui soit non relativiste, donc plutôt universaliste. D'une part et dans un premier temps, il s'agit de vérifier si leur mémoire des couleurs est différente de celle des anglophones. Pourquoi les Dani, puisqu'ils n'ont que deux termes pour les couleurs, évidemment, c'est un cas tellement différent des cas, disons, européens classiques, que le contraste cognitif suppose qu'il est important. Hein. Donc,
on vérifie leur mémoire des couleurs. C'est-à-dire on leur enseigne des couleurs qu'ils n'ont pas dans leur vocabulaire et on voit s'ils les mémorisent bien. Et on essaie de voir si cette mémoire est différente de celle des anglophones. Et si c'est le cas, ça plaiderait pour une influence de la langue. Mais en réalité, on a montré que ce n'est pas tellement le cas. D'autre part, et dans un second temps, donc là c'est la citation qui se poursuit de Fortis. Pardon, j'ai mal expliqué la chose parce que n'était pas clair. Donc là, la référence ici, c'est la référence que Fortis donne pour renvoyer à ce travail de Roche, dans lequel donc elle travaille sur les Dani. D'autre part, et dans un second temps, leur langue étant dépourvue de noms stables pour les couleurs focales, ils sont, à l'égard des catégorisations possibles de l'espace des couleurs, des sujets que Roche considère comme vierges. Donc, puisqu'ils n'ont que ces deux couleurs terne et brillant, eh bien pour désigner le rouge, le vert, le jaune, le bleu, etc., et ils sont vierges au sens où ils n'ont pas ça stabilisé dans leur système cognitif. Donc, on peut donc leur enseigner différentes partitions possibles de cet espace. Donc, par exemple, on leur donne des noms de couleurs et en leur disant tel spectre de telle couleur, de tel ensemble de choses correspondent à telle couleur, tel autre ensemble correspond à telle autre couleur, etc. Et on le fait avec les couleurs réelles dans les langues et les découpages réels, et puis on le fait avec d'autres découpages qui ne correspondent pas à la réalité. Ces partitions seront considérées comme naturelles si elles sont construites autour des couleurs focales de Berlin et Kay, ou non naturelles sinon. Et on examinera alors si les Dani ont une préférence pour les partitions naturelles. Bon, alors, c'est une étude, là aussi, je vous la mentionne pour que vous sachiez qu'elle existe, mais il faudrait plus de temps pour donc l'analyser en détail, mais j'aimerais, pour ma part, plutôt reprendre cette question à partir d'un article qui est récent, évidemment, qui n'a rien à voir avec cette période de Roche, etc. Un article de 2007 qui porte donc sur le bleu en russe. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on a deux mots en russe pour le bleu, alors qu'on n'a qu'un seul mot en français, en anglais, etc. Alors, la question est de savoir si les Russes perçoivent les couleurs différemment, ou s'ils perçoivent différemment, par exemple, des Anglais, puisque là, en l'occurrence, c'est le cas qui est étudié, ou bien est-ce que Anglais ou Russes ont la même perception des différents bleus. Alors, voici donc la présentation de l'étude. Donc, les Anglais et les Russes divisent le spectre des couleurs différemment. À la différence de l'anglais, le russe fait une distinction obligatoire entre le bleu clair, entre les bleus clairs, голубой, et les bleus foncés, синий, et nous allons étudier si cette différence linguistique conduit à des différences dans la discrimination des couleurs. Donc, vous voyez, on est typiquement dans une situation où on teste quelque chose qui est proche de l'hypothèse Sapir-Whorf. On voit si une différence linguistique conduit à des différences dans la discrimination des couleurs, dans la perception du monde. Donc nous avons testé des locuteurs anglais et russes dans une tâche de rapidité de discrimination de couleurs, utilisant des stimuli de bleu qui joue sur la frontière Sini-Golubov. Nous avons trouvé que les locuteurs du russe étaient plus rapides pour discriminer les deux couleurs
lorsque ces deux couleurs tombent dans les deux catégories linguistiques, une Sini et l'autre Goluboy. Tandis que lorsque elles sont dans une seule et même catégorie linguistique, s'il y a deux fois l'échantillon Sini ou deux fois l'échantillon Goluboy, ils sont moins rapides. Alors, expliquons un petit peu. Vous allez voir, mais je vous l'expliquerai plus en détail, le protocole de l'expérience la semaine prochaine, ou tout au moins dans un enregistrement. Donc, dans le cas du russe, hein, si on prend comme base dans l'analyse là le cas des locuteurs du russe, on voit qu'ils sont plus rapides si on leur donne à discriminer deux échantillons de couleurs où l'un appartient à la catégorie nommée Sini et l'autre appartient à la catégorie Goluboy. Là, ils sont rapides parce qu'ils disposent de ces deux mots, donc ils les discriminent plus rapidement que les autres. En revanche, si on prend deux teintes de bleu qui sont deux bleus foncés, ou bien deux bleus clairs, donc si on prend deux nuances du bleu appelé Sini en russe, ou deux nuances du bleu appelé Goluboy, eh bien, là, ces deux nuances, les locuteurs du russe vont être moins rapides pour les discriminer. Donc vous voyez que là, on voit bien que ce serait la langue qui... donc le fait que ces discriminations existent dans la langue nous donne une plus grande rapidité pour discriminer les deux teintes dans la réalité. Donc là, c'est un avantage de la langue. Alors je termine donc la lecture de cette citation. En outre, cet avantage en termes de catégorie est éliminé par une deuxième tâche verbale mais non spatiale. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans les protocoles expérimentaux, c'est ce qu'on fait parfois, on donne une deuxième tâche à faire en même temps pour tester l'influence d'autres fonctions cognitives sur la fonction qui est testée directement. Donc là, on voit que cet avantage, il disparaît s'il y a une autre tâche verbale, donc si le système cognitif qui est mobilisé pour le langage est utilisé par une autre tâche. Et donc ces effets étaient plus forts pour les discriminations difficiles, donc quand les couleurs étaient proches d'un point de vue de la perception, que pour les discriminations faciles, lorsque les couleurs sont très clairement distinctes. Et les locuteurs de l'anglais testés sur les stimuli identiques n'ont pas montré d'avantage catégoriel dans aucune des conditions. Et ces résultats montrent que, premièrement, les catégories du langage affectent nos performances dans les tâches de discrimination de couleurs, de perception, dans les tâches simples de perception de couleurs. Et puis, deuxièmement, que l'effet du langage, l'effet de cette, disons, du vocabulaire des couleurs, hein, l'effet du langage est online, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une activation spécifique, et cette activation, elle disparaît lorsque il y a une deuxième tâche verbale qui est donnée aux personnes avec lesquelles on fait l'expérimentation, puisque dans ce cas-là, leur système cognitif online est utilisé ailleurs. Mais je reviendrai donc sur ces résultats. Je vais m'arrêter là, mais je vous donnerai dans le PowerPoint le détail de l'analyse, que je n'ai pas le temps de commenter ici, je vous le donne rapidement là. Et je le commenterai donc dans l'enregistrement que je vous mettrai en ligne. Donc, la semaine prochaine, on fera comme la semaine dernière, c'est-à-dire je vous laisserai un PowerPoint en ligne
Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez soit d'abord me les poser là tout de suite, soit donc m'envoyer un mail, hein, ou des questions, soit au sujet du cours, soit au sujet de vos travaux personnels. Donc, d'abord, je vous demande, est-ce que vous avez là pour l'instant des questions sur ce qu'on vient de voir? Moi, j'ai une question, monsieur. Oui, allez-y, je vous en prie. Attendez, je vais arrêter le... Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour les catégories sémantiques, s'il vous plaît? Pour les... Catégories sémantiques. euh, les catégories... attendez, mais vous voulez dire... j'ai parlé de Enfin, catégories sémantiques? non, mais vous avez parlé de la catégorisation au niveau de prototype, je pense, n'est-ce pas? Ah oui, Au début du cours. oui, Du oui, oui, coup, bien sûr. Hmm. Donc, sémantiquement, le processus, ça fonctionne comment? alors, écoutez, là, quand on parle de catégories et de catégorisation, on parle de processus psychologiques, hein, cognitifs, d'accord. Euh, et la question du langage, si vous voulez, les catégorisations sémantiques, si on veut, interviennent comme des résultats de ces opérations cognitives, hein, qui sont observables dans les langues. Bon, par exemple, euh, la, la- le vocabulaire des couleurs, le vocabulaire des couleurs, c'est une catégorisation sémantique. D'accord. Et la question, c'est de savoir, est-ce que cette catégorisation sémantique qui est que l'on récupère dans notre langue, quand un enfant apprend sa langue, il apprend les noms de couleurs. Bon, donc il apprend une catégorisation qui vient du langage. Et la question, c'est est-ce que cette catégorisation sémantique, ça affecte, ça change sa perception des couleurs. Donc, en l'occurrence, là, pour l'exemple qu'on a commencé à voir aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir deux mots différents pour le bleu, ça fait que je perçois mieux les deux sortes de bleu que dans une langue où il n'y a pas ces deux sortes de bleu? D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi, monsieur, j'ai aussi une question. Oui, allez-y, je C'est vous en par- prie. Oui, c'est par rapport aux deux couleurs. En fait, pour le russe, le deux bleu, on dit c'est la couleur focale ou pas? Ou en russe, il existe aussi en couleur bleue? Alors, le bleu, pour Berlin Kay, il y a un seul bleu focal, hein, pour Berlin Kay. Non, pour le russe aussi? Alors, bah, pour le Parce russe, que, je pense que effectivement pour le russe, il faudrait, compte tenu de la définition des couleurs focales, il faudrait prévoir deux couleurs focales, puisque ces deux termes peuvent être, enfin, ils sont distincts, ils ne sont pas limités dans leur application. Oui, je pense qu'il faudrait dire qu'il y a il y a deux couleurs focales, Sini et Goluboy en russe. ah, ok, c'est-à-dire on peut pas dire en anglais ou dans les autres langues, on peut pas dire le bleu de couleur focale existe en russe, c'est bien ça? Bah oui, oui, puisque vous avez deux sortes de bleus. Je ne sais pas, peut-être qu'en russe, vous avez, je ne connais pas assez bien la langue pour pouvoir le dire, mais je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui parle bien le russe. Je ne sais pas s'il existe un terme générique qui permet de parler du bleu sans entrer dans la distinction entre Sini et Goluboy. Bon, il faudrait que je pose la question à Kirill Ilinski, qui est donc un de nos collègues russophone. Bon, mais je ne sais pas. Mais a priori, je ne crois pas. Donc, il faut bien qu'on ait deux couleurs, deux termes. On n'a pas le choix. On peut pas faire autrement quand on est russe que de choisir entre Sini et Goluboy pour dire que la couleur d'une, je sais pas moi, d'une maison, d'une chemise, d'une robe. Bon. En turc, Ouais. on a quatre bleus et on choisit toujours un parmi d'autres. Ah, alors, vous avez quatre bleus, mais qui sont des couleurs focales, c'est-à-dire des mots uniques, des mots isolés? Ou alors, Oui, oui, d'accord. oui. Et qui correspondent, qui se séparent comment? Euh,
Ouais, alors, ce serait peut-être compliqué d'expliquer. Euh, Alors, le premier, c'est le prototype. Le ouais, deuxième, c'est comme le ciel, mais un petit peu différent, beaucoup plus clair. ouais. L'autre, on dit la Jivat, c'est vraiment foncé. Et, et l'autre, c'est entre vert et bleu. D'accord. Mais vous avez la possibilité d'utiliser le mot bleu générique pour tous. Oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. D'accord. Bon. Non, mais merci de cet exemple. C'est très bien. Je ne savais pas pour le turc, hein. Ce serait. C'est dommage. Vous avez déjà choisi, je suppose, votre sujet de recherche, hein, vous. J'avais choisi, ce sont la conversation des astronautes, tout ça. Ah oui, c'est vous qui faites ça, ouais. Non, parce que ça aurait pu être un sujet intéressant de voir comment le bleu se dit en turc et tout ça. Enfin, bon. Sinon, je peux faire deux petits points. Non, non, je ne vais pas vous demander deux choses, hein, c'est déjà bien une D'accord. seule. C'est Très intéressant, bien. vraiment. Oui, oui, oui. Donc voilà, mais simplement, l'exemple est intéressant parce qu'il montre à quel point le problème est compliqué dès qu'on entre dans le détail de chaque langue, hein. Euh, bon, donc ces études la linguistique des noms de couleurs, il en existe évidemment beaucoup, hein, après les travaux de Berlin et Kay, mais le sujet n'est pas complètement, au fond, pas complètement résolu, hein. Euh, et ça reste un sujet d'intérêt, euh, même encore aujourd'hui. Oui, merci. Je vous en prie. Monsieur, excusez-moi, en fait, Oui. c'est une question, je n'avais pas compris le online. Ça veut dire quoi dans la Ouais, alors définition? ça, je vous l'expliquerai plus après. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est vrai que c'est pas forcément très très clair, mais l'idée, c'est que ça n'est pas mémorisé, mais il faut que vous soyez, il faut activer un certain nombre de fonctions cognitives pour que cet avantage catégoriel fonctionne. Mais je vais l'expliquer mieux lorsque je ferai la vidéo pour commenter en détail cet article. D'accord, merci. Je vous en prie. Très bien. Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis donc à dans 15 jours pour une prochaine rencontre par Zoom. Et puis la semaine prochaine, je vous mets en ligne, comme j'avais fait la semaine dernière, un PowerPoint. Un PowerPoint, enfin un enregistrement, quoi. Voilà. D'accord, merci. Bon courage. Merci, monsieur. Merci, Merci. bonne journée. À bientôt. Au Au revoir. revoir, à Merci, bientôt. au revoir, bonne journée. Bonne À journée. bientôt.